処女ストーリーポッドキャストへようこそ。Bonjour à tous, coucou Célia. Coucou Natacha. Et bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast 2 fois par mois, où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteure, d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce 3e épisode spécial Halloween sur le manga Black Butler de Yana Toboso. Black Butler a 15 ans et 30 millions d'exemplaires ont été vendus. C'est incroyable, tant de temps a passé depuis que j'ai lu le premier tome au Gilbert Joseph de ma ville. Et c'est aujourd'hui un épisode très spécial autour de ce manga éponyme qui fait la renommée de l'auteur Yana Toboso. Et l'ambiance, Natacha, elle est prête parfaitement à Halloween. Elle est tellement halloweenesque. On avait fait un petit sondage d'ailleurs. Oui. Et vous avez répondu que vous préfériez des mangas d'horreur. Mais nous, c'est pas trop notre tasse de thé. On a commencé à essayer de lire du Maruo, mais un peu trop hardcore pour nous. On aime bien le dark fantasy, mais pas l'horreur. L'horreur. Aussi gore. Ouais, du coup, on repart sur notre idée de base, parce qu'on est toutes les deux très fans de Black Butler. Et là, on est dans l'époque victorienne, le diable, le cirque, les zombies ou encore les maids tueuses et poupées de chair et de sang. Black Butler vous transportera dans un univers complètement gothique, parfait pour la période. Alors c'est parti, des moments où un sort. Et on commence tout de suite avec une petite biographie de la mangaka. Donc, Yana Toboso est une mangaka née en 1984 dans la préfecture de Saitama, au Japon. Elle réside aujourd'hui à Yokohama. Son manga le plus célèbre est, comme vous en doutez, Black Butler, et ce sera du coup notre sujet principal pour cet épisode. Yana Toboso a pour habitude de se dessiner sous forme d'un petit diable au corps noir, une tête blanche toute ronde et avec des cornes, car elle est très nerveuse et timide. Elle fait plein d'apartés sur les jaquettes de Black Butler d'ailleurs, où elle nous raconte sa vie. Un vrai régal du coup j'imagine quand on lit le manga. Tout à fait. D'ailleurs à partir du tome 4, elle se dessine sans cheveux car elle a une petite calvitie. le petit détail qui tue tout. En fait j'aime bien qu'elle en rigole avec nous, Moi aussi, qu'elle nous partage ça. Elle dessine pour le magazine Monthly G Fantasy publié par l'éditeur Square Enix. Elle a fait ses débuts en 2004 avec Nines, puis Rust Blaster, un one-shot en 2005. Elle a écrit des mangas sur le thème des vampires avant Kulo. On décèle quand même dans son style une petite touche de yaoi, et vous en doutez, elle a publié Glamorous Sleep, un one-shot yaoi de 5 chapitres en 2006 sous le pseudonyme de Yanao Rock. On comprend mieux l'ambiguïté entre les deux personnages principaux de Black Butler, Ciel et Sébastien. Mais ça, on va en parler et même en débattre. Selon l'autrice, Ciel Phantom Hive lui ressemble le plus, tandis que son éditeur, Mr. K, ressemble à Soma Asman Kada. Concernant ses goûts, elle est très fan des groupes de musique comme Linkin Park, Evanescence ou encore des groupes de visual kei, Hyde et Arc-en-Ciel. Et si vous connaissez un peu son travail, vous pouvez facilement y voir à quel point elle est passionnée par le gothique et le dark fantasy. Elle aime particulièrement tout ce qui concerne les vampires, elle a même écrit des histoires dessus, les chats noirs et l'univers de Tim Burton, son film préféré étant L'étrange Noël de Mr. Jack. Elle n'a donné qu'une seule séance d'autographe pour la sortie du premier volume de Black Butler et on ne l'a aperçue qu'une fois au magasin éphémère Black Label à Osaka, au Japon, du coup en 2017, à l'intérieur du costume de mascotte Bitter Rabbit. Très discrète du coup cette mangaka. Le style de Yana Toboso est très propre, dynamique et extrêmement détaillé et précis. Elle adore dessiner la nourriture, les napperons, les décors de château et bien sûr le noir. Ces noirs profonds qui viennent colorer tout l'univers de Black Butler et donner un aspect creepy et spooky à une chandelle ou encore à une ombre. C'est magnifique, du grand art, et puis le personnage de Ciel est toujours extrêmement bien habillé. On ne peut pas ne pas aimer quand on sait qu'elle adore feuilleter des magazines de mode pour s'en inspirer. Autre anecdote importante, le prix du meilleur shonen lui a été décerné durant la Japan Expo Award de 2010 pour son manga Black Butler. Alors maintenant, nous allons passer aux plusieurs parties que nous avons concoctées pour cet épisode spécial Black Butler. Alors au début, on va vous faire un petit résumé et vous présenter un peu tous les personnages, les arcs, etc. Puis nous passerons à la deuxième partie de cet épisode où nous allons parler avec une invitée très spéciale et débattre sur ce manga car il y a beaucoup à débattre. Parlons bien, parlons peu, il est temps de passer au thème du jour qui est du coup l'œuvre la plus connue de l'artiste, Black Butler ou Kuroshitsuji qui veut dire majordome noir. Black Butler est un seinen manga et compilé en 32 tomes au 27 juillet 2022.
La version française est éditée par Kana et 31 tomes sont sortis en avril 2022. Le 32e tome sort en avril 2023. Mais nous vous avions posté une photo de la couverture japonaise prise à Junkudo. Le rythme de publication a un peu diminué avec le temps, pour notre plus grand malheur. Il y a aussi bien sûr un animé dont nous allons vous parler juste après. Petit résumé, de quoi parle l'histoire ? Ciel Phantom Hive n'est pas un conte comme les autres. Du haut de ses 12 ans, il vit dans un immense manoir près de Londres pendant la période victorienne du 19e siècle, précisément à partir de 1888. En effet, suite à l'assassinat de ses parents, il est désigné comme unique héritier et se voit gérer la compagnie de fabrication de jouets de ses ancêtres, la société Phantom. Toujours accompagné de son fidèle et mystérieux majordome nommé Sébastien, Ciel va se retrouver mêlé à d'étranges affaires de meurtre en série, car il est en vérité le chien de garde de la reine Victoria, un agent privé chargé de démêler les complots occultes qui se trament dans le royaume. À travers son épopée d'adolescent, nous découvrirons ce qui l'a mené à cette difficile place qui est véritablement Sébastien et nous décortiquons ensemble les bribes de son passé à travers des affaires sordides qu'il doit résoudre. Alors passons maintenant aux arcs de la série. Pour ceux qui connaissent la série, ça va vous paraître un peu redondant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Et puis voilà, un peu parsemer tout ça de thèmes qui vont pouvoir égayer votre Halloween. Alors, il y a 11 arcs dans cette série. Donc c'est une liste assez exhaustive des arcs dans l'ordre. Tout commence par l'arc du majordome noir. C'est le prologue. Il est là pour vous situer les personnages avec un peu d'action. Ça donne un aperçu du pouvoir de Sébastien, mais vraiment légèrement. Et surtout, la position de Ciel avec ce fameux pacte. On voit en fait vraiment le pacte devant nos yeux. Et on comprend comment ça se passe entre les deux énergumènes. Ensuite, nous avons l'arc du majordome rouge. Et là, un de mes arcs favoris, vraiment. Cet arc est repris dans l'anime, pour ceux qui ont vu l'anime, puisque c'est celui qui va vous faire découvrir l'univers victorien de Black Butler avec l'intrigue de Jack l'Éventreur. Je n'en dirai pas plus, mais pour ceux qui savent, c'est un arc très sanguinaire. En même temps, Jack l'Éventreur, j'ai envie de dire, oui. ça peut que être sanguinaire. Voilà. Mais bon, ça se nourrit beaucoup de l'histoire de Jack l'Éventreur à Londres, voilà, dans l'ère victorienne. Exactement. Ensuite, nous avons un arc beaucoup plus simple et doux, je dirais. C'est l'arc du majordome indien. Donc ça, c'est la rencontre entre les amis fidèles indiens, Soma et Agni, avec Ciel et Sébastien. Donc c'est aussi des parallèles entre deux personnages indiens qui ressemblent beaucoup à Ciel et Sébastien, anglais. Et donc là, on a vraiment une intrigue aussi autour d'une jeune femme recherchée qui s'appelle Mina et aussi d'un fameux concours de curry. Donc voilà, c'est un épisode, n'importe quoi. C'est un arc qui est beaucoup plus léger, il y a moins de spooky, mais vous allez en apprendre plus sur les amis de Ciel et Sébastien. Ensuite, nous avons mon arc préféré qui a aussi été adapté en animé. Mais qui, je crois, est l'arc préféré de tout le monde à peu près. Bah oui. Mais en même temps, l'esthétisme de cet arc est absolument magnifique en dessin. Si vous aimez les illustrations de cirque, vous devez absolument lire cet arc, l'arc du cirque. C'est légendaire, vraiment. Donc l'histoire, c'est la recherche d'enfants disparus. Et au même moment, il y a le passage d'un cirque qui s'appelle le cirque Noah. Où sont ces enfants ? Comment Ciel et Sébastien vont-ils enquêter à l'intérieur du cirque ? Là, on y découvre dans le manga des énormes intrigues et une grande partie de l'histoire de Ciel est dévoilée. Et là, on a des choses un peu sordides. On va pas vous en dire plus, mais... Spooky. Pareil. Voilà, spooky, c'est le mot d'ordre du C'est le mot d'ordre. Spooky. Ensuite, on a un autre arc qui va être plus court, celui-ci, mais... je l'ai redécouvert là en préparant cet épisode et je l'aime beaucoup. C'est l'arc des meurtres du manoir Phantom Hive. C'est un petit arc sous forme de Cluedo où on se demande qui a tué telle personne. Donc très Hercule Poirot, très Agatha Christie. Et j'ai beaucoup aimé cet arc. Franchement, en le relisant, j'ai trouvé très distrayant. Il est beaucoup moins dense que l'arc d'avant qui est, comme je vous dis, légendaire. Franchement, il est hyper connu cet arc. Et puis, il y a tellement de choses qu'on apprend sur la vie de Ciel. Alors que celui-là, pas du tout. On est vraiment dans le manoir des Phantom Hive. Et c'est ça que j'aime aussi. Des fois, on revient à des histoires annexes où on revient dans le manoir des Phantom Hive et on voit la vie de Ciel dans son manoir en tant qu'aristocrate. Et ça, c'est hyper plaisant.
Alors ensuite, après ça, là, ça part en 2 énormes arcs. C'est les plus gros arcs de la série. On a l'arc de la croisière du Campania. Alors le Campania, c'est un grand bateau que vont prendre en fait Ciel et Sébastien, car ils vont enquêter sur des questions d'expérience humaine illégale sur ce bateau de croisière de luxe, le Campania. Donc ça s'appelle l'arc Luxury Liner en anglais. Et cet arc-là, trigger warning, mais aussi spooky, parce que là, on a affaire à Natacha, des zombies. Ah bah oui. Là, c'est l'arc des zombies. Il y en a à tout bout de champ. Si vous aimez les histoires de zombies, il faut lire cet arc-là. Alors, par contre, en termes de publication, je peux vous dire qu'on a attendu pour celui-là. Franchement, il était hyper long. Il dure au moins sur 5 tomes. Et ensuite, un autre arc qui dure aussi presque sur 4-5 tomes, voire sur 6 d'ailleurs, c'est l'arc de l'école publique. Alors là, c'est le Weston College. C'est le 2e grand arc, donc après le très long Campania. La reine Victoria envoie une lettre à Ciel Phantomhive exprimant son inquiétude pour Derrick Arden et d'autres étudiants qui refusent de rentrer chez eux après le Weston College. Pour son enquête, Ciel décide qu'il serait préférable de s'y infiltrer lui-même. Ça vous rappelle quelque chose ? L'arc du circus. Et ordonne à Sébastien Michaelis de trouver son propre chemin. Donc là, Sébastien, il va trouver une autre manière de rentrer dans l'école et les deux vont se rejoindre et pouvoir vraiment enquêter sur ces choses super inquiétantes en fait. Super intéressant, j'ai adoré cet arc. Les costumes, les uniformes de Ciel et de Sébastien sont ouf. Donc vraiment à lire. Trop bon arc et commence aussi à donner des petites infos sur ce qu'est la grande histoire qui se joue derrière toutes les petites histoires qu'on lit comme ça à travers les arcs. Ensuite, on a l'arc de la sorcière émeraude. Alors là, on part dans autre chose. Encore une fois, on est en plein dans l'Halloween et c'est une histoire de magie noire en Allemagne. Donc là, ça y est, on sort de Londres, on sort de l'Angleterre et on vient dans la forêt noire germanique. Et Ciel va découvrir vraiment les rouages de ces nouveaux complots dont je vous disais, ce gros complot qui se glade en dessous de toutes les petites enquêtes qu'il est en train d'essayer de résoudre. Et ensuite, nous avons l'arc du culte bleu. Donc là, tout commence avec la reine Victoria qui lui demande d'enquêter sur les soirées de la Sphere Music Hall. Elle exprime vraiment son inquiétude quant à l'absence de classification sociale et au grand nombre de participants à ce fameux Musical Hall. Et c'est vrai que peu de temps après avoir lu cette lettre, Edward Mitford, qui est le frère d'Elizabeth, dont nous allons vous parler juste après, qui est la future épouse de Ciel, va être hyper en fait affolé parce qu'il annonce à Ciel que son épouse, sa future épouse, a disparu du manoir Mitford après avoir été à cette fameuse Sphere Musical Hall. Donc un arc très intéressant, très aussi teinté de magie. Ensuite, on a l'arc de la mémoire bleue. Donc là, attention, c'est le spoil assuré, donc je vais pas trop en dire. Cet arc, c'est le plus important du manga. Il révèle tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce fameux pacte entre Sébastien et Ciel. Et là, on n'a que des énormes dossiers et on en apprend des belles et des pas mûres. Vous n'êtes pas prêts. Et on voit bien sûr quelques formes de Sébastien. Qui était jusqu'à maintenant totalement méconnu. À part pour ceux qui ont vu l'animé. Oui. Et là, nous sommes maintenant dans le dernier arc, et qui est aussi l'arc que l'on vit en ce moment même. C'est l'arc de la vengeance bleue. C'est les conséquences du précédent arc. C'est pour ça que je vais rien dire du tout, parce que sinon je vais vous spoiler. Et là, on est en plein dedans. Voilà, c'est les conséquences. Et on en apprend plus sur les personnages secondaires, dont nous allons vous parler juste après. Ensuite, les thèmes qui reviennent et qui sont souvent abordés sont bien sûr la vengeance de Ciel, les abus physiques et mentaux. Ça, trigger warning, Black Butler, c'est pas un manga où vous allez lire un truc à l'eau de rose. Là, on a des sévices de tous les côtés. La famille, très important, la famille. Et ça revient tout au long du manga. On croit pas, mais Ciel a une grande famille. Les amitiés, puisque Ciel va vraiment créer des amitiés, même s'il reste très solitaire. La magie noire, de toutes les manières d'être. Autant la magie noire en termes de sorcière qu'en termes de secte. Et les poupées. Il y a les poupées partout, c'est un truc de fou, qu'elles soient vivantes, qu'elles soient zombies, les poupées sont partout. Ensuite, on a une des grandes familles de personnages. On a les démons, donc, dont fait partie par exemple Sébastien. Les Shinigami, donc là on aura par exemple Undertaker, ou alors Greg Surcliff.
Ensuite, on a les Phantomive, la plus grande famille, celle de qui on va parler la plupart du temps, les Mitford, donc qui sont les amis personnels des Phantomive et qui vont aussi être hyper liés puisque les deux sont, la fille et le fils sont mariés. Scotland Yard et la couronne, vous en doutez bien, on est en Angleterre victorienne, donc Scotland Yard est omniprésent, et la couronne d'Angleterre avec la reine. Et puis on a ensuite plein d'autres choses qui sont annexes, qui reviennent en fait dans chacune des histoires, les aristocrates corrompus et diaboliques, l'Aurora Society, Noah's Circus, la Phantom Corporation, bref, tout ça, ça vient à travers les arcs, je ne vais pas vous spoiler. Ensuite, on va parler des lieux qui vont aussi revenir tout le temps dans l'histoire. Bien sûr, le manoir des Phantomive, on commence par ça, c'est par ça que vous allez apprendre à connaître Ciel et Sébastien. Ensuite, on a Londres, bien sûr, là où se passent toutes les histoires, et notamment East End, donc les bas-fonds de Londres. Et ensuite, on a le Campania, donc ce fameux bateau sur lequel ils vont trouver des zombies, les hôpitaux, la forêt en Allemagne, les cimetières, les pompes funèbres où il y a Undertaker, et le Weston College. Et toi, Natacha, tu vas nous parler un petit peu des personnages. Qui sont hauts en couleur. Il y en a vraiment beaucoup. Là, je vais dans un premier temps me concentrer sur les personnages principaux et qui sont présents du coup dans le manga et dans l'animé. Donc on a évidemment Ciel Phantomive, qui est le personnage mythique de cette série. Donc il est âgé de 12 à 13 ans, il est le descendant de la noble famille Phantomive et s'est vu léguer la société familiale spécialisée dans la fabrication de jouets et de friandises suite à l'assassinat de sa famille ainsi que de tous les employés. Il réussit malgré tout à échapper à une mort certaine. Mais ça lui a pas trop réussi parce que Ciel, en fait, il a été enlevé par des satanistes qui souhaitaient le donner en sacrifice au diable. Le garçon fut donc torturé pendant des mois et afin de sauver sa vie, il convoqua un démon pour lui offrir son âme contre son aide et se venger. Ce dernier, vous en doutez, n'est autre que Sébastien, dont nous parlerons juste après. Cette expérience fut horrible et lui provoqua du coup un trouble du stress post-traumatique. Et celle-ci se manifeste par le fait qu'il ne laisse jamais personne le toucher directement. Sauf Sébastien. Sauf Sébastien. Et si quelqu'un ose le toucher, ça lui provoque une crise. Donc Ciel est aussi appelé, on l'a déjà dit précédemment, le chien de garde de la reine, l'aristocrate maléfique ou Smile, surnom donné dans l'arc. Du cirque. Petit de taille, il a un corps frêle, des cheveux d'un gris foncé, les yeux verrons, son œil gauche est bleu tandis que le droit est violet et il y a un pentacle qui est dessiné. Cela est le symbole du pacte passé avec son majordome Sébastien. Ce dernier est toujours caché d'un cache-œil noir. Il porte une bague avec l'armoirie des Phantomive. Il est un jeune homme très perspicace, d'apparence très froid et sans attache. Pourtant, on va voir au fil de l'histoire qu'il va finir par tisser des liens malgré lui. Il ne montre des signes d'affection qu'envers sa fiancée Elisabeth. Quelque peu arrogant, il peut parfois taper un peu sur les nerfs. Il est d'un naturel calme et réfléchi, et c'est ce qui l'aide le plus durant ses enquêtes pour la reine. En effet, encore une fois, il s'appelle le chien de garde de la reine, et cela s'explique par le fait que cette dernière fait toujours appel à lui pour enquêter sur d'étranges affaires de meurtre. Lorsque la police ne peut mener à bien l'enquête, il reprend le dossier et se charge de les élucider. Son sens logique hors du commun lui est d'une aide précieuse dans ces moments-là. Et enfin, en tant que chef de famille, il adore la vie de luxe, évidemment, il déteste ses endroits sales et refuse de s'occuper des tâches ménagères. Il est toujours habillé de vêtements incroyablement beaux, surtout dans le manga, et qui montrent à tout son statut d'aristocrate. Et il adore manger des pâtisseries de Sébastien. Et d'ailleurs, il va vraiment donner à Sébastien un entraînement drastique pour qu'il apprenne à faire des pâtisseries et qu'il apprenne à lui faire à manger. Pour son propre plaisir. Voilà. Parce que Sébastien ne mange pas. Et du coup, Sébastien Michaelis, contrairement à ce que nous pouvons penser, il est en réalité le personnage principal du manga. Tout tourne autour de lui, en fait. Ouais. Et il est à la fois le démon et le majordome de la maison Phantomive. C'est d'ailleurs suite au pacte conclu avec Ciel que ce dernier lui donne son nom, Sébastien, qui est en vérité le nom de son ancien chien. Donc pour rendre hommage à son chien, il décide d'appeler son majordome ainsi. Étant un démon, il ne possède aucune compétence en tant que majordome, et c'est Ciel qui va l'entraîner afin qu'il devienne le meilleur d'entre tous. En contrepartie, Sébastien va apprendre à Ciel à être un aristocrate en lui imposant un strict apprentissage des langues, notamment du français et du latin, et de comment se comporter en société. Il délaisse son apparence démoniaque pour apparaître sous la forme d'un bel homme aux cheveux longs et noirs et aux yeux rouges. Il porte toujours son costume de majordome et n'enlève jamais ses gants blancs, car sous celui de sa main gauche se trouve le sceau du pacte qui fait écho à celui qui se trouve sur l'œil droit de Ciel. Sébastien s'avère être excellent dans plusieurs domaines. Il est à la fois bon donc dans la cuisine, comme on l'a dit,
parce que Ciel le force à l'être. Il est très habile et excellent en ménage, et grâce à lui, il va rénover en Il une apprend très soirée vite, quoi. le manoir. Il est extrêmement fidèle envers son maître, Ciel. Il exécute tous ses ordres que ce dernier lui ordonne. Il semble être quelqu'un d'assez courtois, alors qu'il est en réalité un personnage démoniaque qui se révèle être insensible, voire même sadique, et parfois même avec Ciel. Par contre, lorsqu'il est sous les ordres de Ciel, il se montre sans pitié envers ses ennemis. D'ailleurs, sa nature démoniaque se révèle principalement à travers son humour noir et son caractère sarcastique. Il n'hésite d'ailleurs pas à se moquer de Ciel et de sa petite taille et de son jeune âge, mais cela ne l'empêche pas au fond de beaucoup s'inquiéter pour son maître. Oui, mais on sait qu'il s'inquiète pour son maître, mais il y a une raison. Il s'inquiète pas pour lui de manière bienveillante, il s'inquiète pour lui de manière j'ai envie de le bouffer. Parce qu'en soi, ils ont passé un pacte, il a aucune, Mais il sait que si... il faut qu'il reste vivant. Voilà, faut pas qu'il meure maintenant, parce que là, Ouais. il a pas encore... En fait, plus Ciel va avoir une vengeance grande, et plus il va avoir le cœur noir, plus Sébastien va se nourrir de ça, et ça va être encore plus délectant pour lui et Bien jouissif, sûr. quoi. Donc faut pas qu'il meure maintenant. S'il meurt maintenant, c'est la fin de l'histoire, ça sert à rien. C'est Le un but, peu c'est comme qu'il son devienne, petit, son petit poulet qui va engraisser pour mieux manger, quoi. Exactement. Enfin, son petit cochon. On n'engraisse peut-être pas des poulets, mais bref. Donc nous savons aussi très peu de choses sur sa véritable forme démoniaque et nous allons délibérément éviter d'entrer dans les détails pour éviter tout spoil. Mais si vous avez vu l'animé, vous avez une petite idée d'à quoi il pourrait ressembler. Donc notamment chaussé avec des bottes à talons, Ouais. une très noire, une forme noire, des mains griffues. Les plumes. Des plumes, je crois, des yeux rouges. Ouais, quelque chose de très étrange, une espèce de grosse masse noire. Pas vraiment définie, mais démoniaque. Et très démoniaque. Et pour l'instant, il s'avère qu'il serait le plus grand diable. Enfin voilà, le roi des diables. Donc, on imagine vraiment une forme on imagine imposante. quelque chose, ouais. Et pour finir avec Sébastien, petite anecdote, il est très fan des félins et notamment des chats, mais Ciel en est malheureusement allergique et refuse d'en avoir. Et comme cette espèce n'existe pas dans son monde, à Sébastien, il n'hésite pas à s'arrêter dès qu'il en croise un, et il a d'ailleurs de nombreux chats cachés dans son armoire à l'insu de Ciel. On va passer maintenant à Elisabeth, la marquise de Midford. C'est la cousine et fiancée de Ciel. On est quand même dans des familles aristocrates du 19e siècle, ça ne choque personne. Elle est une jeune femme du même âge de Ciel, elle est blonde, elle a les yeux verts, elle porte toujours de superbes robes. Elle se montre toujours très joyeuse et cela contraste énormément avec le caractère froid et distant de Ciel. Elle s'avère être très douée dans le maniement de l'épée et surtout lorsqu'il est question de protéger son fiancé. Elle est toujours très souriante et elle est, on trouve, un personnage très solaire qui apporte beaucoup de légèreté et de douceur à l'animé qui peut souvent être assez pesant et très dark. Pour le manga, je trouve qu'elle sert un peu à rien. En vrai, dans l'animé aussi. Mais elle apporte un peu de douceur, toi. Tu te dis, ouais, bon, ça va. Bon, voilà. Quand elle arrive, tu sais que tu vas un peu rigoler, quoi. Ok. Il y a beaucoup de personnages intéressants dans ce manga, mais ça serait vraiment trop long de tous les présenter. Mais ce qui est passionnant dans cette série, c'est de voir à quel point les personnages secondaires sont tous incroyables et bien écrits. Par exemple, on a tous les domestiques qui d'ailleurs prennent de plus en plus d'ampleur, puisqu'en ce moment même, depuis le tome 30, on leur attribue à chacun un manga, et on revient sur leur vie d'avant le manoir. Donc on voit vraiment que l'autrice a créé tout le background de chacun d'entre eux. On peut citer Tanaka, donc l'ancien, Bardroy, Snake, qui arrivera après l'arc Circus, et reviendra avec l'arc Meurtre au manoir, et qui est le charmeur de serpent, qui deviendra son valet de pied. Mais il y a aussi Meilin. Oui. La femme de chambre. Et Finian. Finian, le jardinier. Enfin, il y a des personnages qui reviennent tout le temps, en fait. C'est vraiment les personnages qui gravitent autour de Ciel. Dans d'autres personnages de ce type-là, on a aussi Madame Red, la tante de Ciel, toute la famille Midford, qui viennent souvent en annexe, notamment Edward, le frère d'Elisabeth. On a aussi Soma Asman Kadar et son valet Annie, et Lo, Et Ranmao, Ranmao, qui sont les amis fidèles, en fait. Et qui apparaîtront tout au long des arcs, que ce soit à égal du manga et de l'anime. Et c'est aussi des personnages racisés. Enfin, c'est un truc qu'on voit pas trop, du coup, dans rare, ouais. Black Butler. Mais là, du coup, on a Annie et Soma qui sont indiens, et Ranmao et Lo qui sont chinois. Et aussi, dans d'autres personnages, du coup, on a une dernière partie qui concerne les Shinigami. Donc, ce sont les dieux de la mort chargés de récolter les âmes. Selon leurs livres où les noms sont marqués, ils effectuent une analyse des cinématiques des victimes pour savoir si elles méritent de mourir et doivent ensuite faire un rapport. Donc là, on pense tout de suite aux vieilles grand-mères, tu sais, dans la légende qui sont avec leurs ciseaux. Là, est-ce que je vais couper le fil de sa vie ? Non. Est-ce que... Cependant, cette vérification elle-même n'est souvent qu'une simple formalité car un humain ne peut échapper à la mort que si
il est destiné à profondément changer la face de l'humanité en restant en vie, ce qui est en fait rarissime. On connaît bien sûr le plus célèbre d'entre eux, Undertaker, présent partout et personnage indispensable à la chronologie de Black Butler. Donc c'est un ancien Shinigami travaillant aux pompes funèbres, où Grell apparaîtra dans le premier arc. Oui, voilà. On a beaucoup de Shinigami, mais ces deux-là, c'est les plus connus. Donc nous avons vu les personnages principaux et les personnages qui vont peupler donc plutôt le manga. Mais qu'en est-il de l'anime ? Il y en a pas mal. On va vous parler plus en détail après de l'adaptation animée et de ce qu'on en a pensé. Mais déjà parlons des personnages ajoutés. Tous ces personnages n'existent pas dans le manga, ce qui prouve que c'est une expérience totalement différente de regarder l'animé. Alors déjà, on va commencer par Pluton. C'est qui, lui ? Dans la saison 1, il existe, mais dans le manga, on n'a jamais entendu parler d'un chien des enfers. Ensuite, on a Drossel Keynes, le vendeur de jouets dans la boutique là, de poupées. Il est lié de très près à Angela et Ash, les anges trans maléfiques, là. Oui, parce qu'ils peuvent changer de sexe aussi à volonté. C'est des anges déçus ou des anges maléfiques ? On ne sait pas. Voilà, encore une fois, là on voit que c'est flou dans l'anime, c'est flou. Mais eux, ils n'existent pas du tout dans le manga. Je tiens à le préciser, ça ne fait pas partie du manga. Et puis il y a seulement Sébastien en fait qui saura montrer de quoi il est capable. Et d'ailleurs, l'anime spoil de ouf la vraie forme de Sébastien dans ce combat. Avec ces fameux anges trans maléfiques, Angela et Ash. On a aussi un officier de Scotland Yard, Edward Aberline. Alors on avait un petit truc un peu similaire dans le manga, avec Scotland Yard. Et on a aussi la reine Victoria. Mais là, elle prend des formes, la reine Victoria, qui n'ont rien à voir. Bon, voilà, encore une fois, point d'interrogation. Est-ce que Yana Toboso était derrière ? On va en parler plus tard. Bien sûr, je veux revenir sur cette saison 2. C'est quoi ce personnage emblématique de la saison 2 de Black Butler ? C'est Alois Trucy. Un personnage... Celui qui sauve la saison 2. Non mais, il sauve la saison 2, mais en même temps, c'est un personnage qui est tellement controversé. De son véritable prénom, Jim McKen est un comte anglais d'environ 14 ans. Enfant pauvre d'un petit village de campagne et orphelin, il n'avait que Lucas McKen, son petit frère. Un jour, furieux de voir que Lucas eut une fois de plus des ennuis avec le boulanger du village, car ils étaient un peu persécutés par tout le monde, Alois maudit les villageois et se mit à souhaiter ouvertement leur mort. Il ignorait alors que son frère avait invoqué un démon femelle, Anna, pour passer un pacte avec elle et lui donner une âme, la sienne. Le village fut tué, sauf Alois, qui devint complètement psychopathe, péta littéralement un câble et tomba dans une sphère de folie, mais sans nom. Oui, là, c'est vraiment un psychopathe. Ouais, là, c'est vraiment un psychopathe. Mais là, trigger warning, là, ça appartient un peu dans les délires de sévices sur mineurs, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, skippez dans 15 secondes. Une fois seul, celui-ci fut raflé par une bande d'hommes pour l'amener chez le comte Rancy, un vieux comte pervers et lubrique, en compagnie d'autres petits garçons orphelins. Le comte, vous vous en doutez bien, le battra et l'utilisera pour assouvir ses penchants sexuels. Sauf qu'Aloïs connaît la rumeur de l'elfe de la forêt. Il y trouve le démon araignée Claude Faustus. Là commence une histoire en miroir de celle de Ciel, mais cette fois-ci beaucoup plus sombre et sadique. Voilà ce qu'il en est pour Alois Trucy. Ouais. Haut en couleur, lui. Haut en couleur, très dark. Hein. On n'est même plus dans le spooky, on est vraiment dans le creepy à fond. Et là, c'est dark. Je vous l'annonce tout de suite, on est dans le dark. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? N'hésitez pas à nous dire, on veut tout savoir. C'est tellement différent du manga qu'on a parfois l'impression d'une autre histoire. Beaucoup de scènes sont vraiment complètement what the fuck. Comme, d'ailleurs, la partie de jambes en l'air de Sébastien, avec une prostituée. Ouais, en fait, l'anime est beaucoup plus centré sur le fanservice et sur des scènes comme ça qui ne sont pas du tout dans le manga. Oui, qui n'ont pas du tout à faire dans le manga. Beaucoup de spoil, comme je vous le disais, avec des vraies formes de l'un ou de l'autre. Et puis, parlons-en de la saison, la fin. Qui n'en est pas une. Beaucoup d'incompréhension de mon côté, même si cet univers ne pourra jamais me lasser. C'est vrai que... c'est vrai que c'est logique, ils ne pouvaient pas finir convenablement l'anime si le manga ne l'était pas en retour. Bah oui. Le manga n'est toujours pas fini aujourd'hui, en 2022, donc... Donc l'adaptation en série télévisée d'animation est produite par le studio
A1 Pictures et réalisée par Toshiya Shinohara. Elle est diffusée du 2 octobre 2008 au 26 mars 2009 au Japon pour un total de 24 épisodes qui mélangent les éléments nouveaux et les intrigues des 5 premiers tomes de Black Butler. Composée de 12 épisodes, la saison 2 a été diffusée du 2 juillet 2010 au 16 septembre 2010 au Japon. 6 OAV sont ensuite sortis. Elle comprend un scénario entièrement original qui introduit de nouveaux personnages dont je vous parlais, comme le comte 36, Aloïs 36 et son majordome démoniaque, Claude Faustus. Et ensuite, on a une saison bonus, la saison 3, intitulée Book of Cycles, qui sort. Et là, il s'agit d'un reboot, en fait, adaptant l'arc du cirque de Noah, donc les tomes 6 à 8 du manga, avec plusieurs scènes originales écrites par Yana Toboso elle-même, et un design retravaillé pour les personnages. Donc rien à voir avec les 2 premières, soit dit en passant. Et j'ai beaucoup aimé cette saison bonus. Je pense que c'est celle que j'ai préférée, parce que c'était celle la plus en adéquation avec Le manga. avec le manga. Ensuite, on a 2 OAV d'une durée d'1 heure chacune, ça aussi j'ai beaucoup aimé, intitulées Book of Murder, qui sont adaptés de l'arc du meurtre du manoir, les tomes 9 à 11 du manga. Comme je vous disais, les petits meurtres d'Agatha Christie, c'est adapté du coup en 1 heure. Et ils sont respectivement diffusés dans certaines salles japonaises le 25 octobre et le 15 novembre 2014. Ensuite, dernièrement, on a un film d'animation, le Book of Atlantic, qui là va vraiment adapter l'arc du voyage sur le Campania. Donc les tomes 11 à 14 du manga, et c'est sorti le 21 janvier 2017. Donc là, c'est l'arc des zombies. Peut-être que vous pouvez trouver ce film d'animation sur ADN par exemple, j'ai pas vérifié, mais on vous mettra les liens. Ensuite, parlons un peu des openings et des endings. Bon là, c'est des pépites. Ils sont reconnaissables d'entre tous, enfin, ils restent en mémoire. Ils sont incroyables. Non mais Monochrome Kiss de Sid, ça fait partie de mon top 3 des meilleurs openings. BK, franchement, mais je me tue. Franchement, c'est l'apogée du visual kei. Franchement, que des pépites pour la musique d'animé. Et concernant le chara design, c'est pas aussi beau que du Yana Toboso, mais ça passe. Ouais, franchement, ça va. De toute façon, l'animé peut jamais être à la hauteur d'une version papier, mais je trouve que franchement, Ouais, toi, niveau qualité, que c'était bien. moi qui n'ai pas lu le manga, franchement, j'étais très contente du dessin de l'animé. Ouais. Les fleurs sont très bien dessinées, les mouvements sympas. Voilà, les couleurs vibrantes. C'est ce que j'ai écrit, vous voyez. Donc, Sébastien Desbeaux. Ça vaut pas du Yana Toboso en papier, je vous le dis. Évidemment. Mais comme toute adaptation en soi. C'est pas aussi pire que Nana de Ayazawa. Voilà. Ok, petit pic de Natacha. Donc comme vous le voyez, en fait, les adaptations sont vraiment libres. Ça aussi, on va un peu en reparler dans la deuxième partie de ce podcast. Mais il y a même eu un live action avec Ayame Goriki. Le film est réalisé par Keiichi Sato et Kentaro Otani pour Warner Bros. Pictures. Le film est sorti dans les salles japonaises le 18 janvier 2014. Et vous savez évidemment, pour juste revenir aux adaptations, et pour terminer avec ça, que les Japonais adorent tout ce qui est comédie musicale. Ils ont adapté le manga en 5 comédies musicales. La deuxième fun fact lors de la Japan Expo de 2011 a été diffusée le dimanche 3 juillet 2011 de 11h30 à 12h45 en version originale sous-titrée français, en partenariat avec Kana Home Video. Elle n'a pas été nommée par son titre original, The Most Beautiful Death in the World, C'est trop drôle, mais par Black Butler Musical. Mais The Most Beautiful Death in the World, et on va voir après The Most Beautiful Boy in the World. Ouais, bon, donc il y a vous forcément allez des voir liens. après avec notre invité, mais on parle de ces petites choses. Et toi, t'y étais du coup en plus. Ben oui, j'y étais. En 2011, j'y étais bien sûr. Et j'ai pas eu vent de cette nouvelle. Parce que je pense que j'aurais été en PLS si j'avais eu vent de cette nouvelle, vu qu'à l'époque, mon plus grand rêve était d'avoir le costume 3 pièces de ciel et de me pavaner avec à la Japan Expo. Donc franchement, j'aurais été en PLS. Et ben nous vous avons fait un petit tour complet de Black Butler, des personnages à l'intrigue, Des arcs. Là, vous avez un peu toutes les infos pour commencer Black Butler. Est-ce que ça vous a donné l'eau à la bouche? Bah, j'espère. En tout cas, au moins, commencer à lire les mangas. Et puis, bah, maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce podcast qui va être en fait une discussion avec une invitée.
Bonjour Mélina, merci d'avoir pris le temps de nous retrouver pour cet épisode spécial Halloween. Merci à vous. On s'est dit que tu étais la personne idéale pour nous parler de Black Butler et de faire du coup cet épisode en notre compagnie. Ben oui, tout à fait. Parce que Mélina, c'est une artiste hyper douée qui parle de plein de sujets autour du féminisme surtout, de la femme et de la condition féminine à travers ses œuvres et ses projets. Mais aussi, elle est aussi un petit peu théoricienne, si je peux dire ça, puisqu'elle écrit aussi pas mal d'articles, et notamment, elle a écrit un article en anglais sur Black Butler, sur un site, je veux bien que tu me redonnes le nom du site. Oui, c'est Animé Féministe. Animé Féministe, simplement. voilà. Animé Féministe, qu'on a pu lire et qu'on a trouvé tellement pertinent. Et après, quand on a su que c'était Mina, c'était encore mieux, parce que en plus, on se connaît. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, on va commencer par une question assez simple. Toi, est-ce que tu as regardé ou tu as lu Black Butler, ou est-ce que tu as fait les deux? Alors, j'ai pas lu Black Butler, mais c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait que je fasse, ce serait un peu la prochaine étape. Par contre, effectivement, j'ai tout regardé. Donc, c'est plus l'animé, moi, dont je peux parler. Ok, trop bien, parce que du coup, nous, on a des points de vue aussi différents, puisque moi, c'est mon manga préféré, mais en papier. Enfin, j'aime vraiment la version papier, et par contre, je suis pas franchement très très fan de la version animée, je la trouve très bien, mais bon, je trouve qu'elle est pas du tout fidèle au manga, du coup, j'ai un avis un peu différent. Et toi, Natacha, de ton côté? Moi, alors je pense que je vais être la plus novice de nous trois, parce que j'ai uniquement vu l'animé, mais je l'ai pas vu en entier, et je l'ai vu il y a très longtemps. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que la plupart des gens qui ont lu le manga et vu l'animé préfèrent 1000 fois le manga à l'animé, donc je comprends ton point de vue là-dessus. Ça m'étonne pas parce que, enfin, du coup, j'ai pas lu le manga, j'ai vu que l'animé, et même si j'ai écrit dessus et tout, j'ai pas trouvé que c'était en fait un animé très bon de manière générale, même si j'adore l'univers de Black Butler. Mais après, en tant que, enfin, le scénario ou bien comment certains personnages sont écrits ou quoi, c'est pas forcément un animé que je trouve super qualitatif au final. Tu l'as vu il y a longtemps? Non, je l'ai vu il y a, allez, 1 an et demi, 2 ans. Ok. Je pense qu'en vrai, il y a ça qui joue, parce que je vois moi, par exemple, qui ai vu du coup, les premières saisons de l'animé, je l'ai vu il y a vraiment longtemps. Euh, et je pense qu'on a une vision totalement biaisée quand on est jeune ado quand on est genre maintenant adulte. Et il y a beaucoup de thèmes qui nous semblent pas du tout problématiques, ça en reviendra quand on est plus jeune. Et il y a beaucoup plus de choses auxquelles on fait plus attention, et enfin, ouais, il y a des thématiques où tu te dis maintenant, ah, étrange, bizarre. Pourquoi c'est dans Mais il y a l'animé, trop ça? de thématiques Ouais. étranges et Mais ça, on bizarres. s'est rendu compte, c'était assez commun à beaucoup d'animés. Genre, par exemple, on a voulu revoir Uranus Club, et on a vu avec notre regard d'adulte que c'était totalement what the fuck et que c'était même pas normal. Et je pense que Black Butler, il y a aussi ce côté-là de quand on est jeune, on est juste happé par l'univers un peu mystique, très dark et fantastique, qui est genre hyper prenant et qui fait rêver. Et quand on est plus adulte, on se dit, ah purée, j'avais pas fait attention à ce qu'il dit là, à ce qui est traité là, etc. Et je pense qu'il y a une vision totalement différente, quoi. Une lecture différente, en tout cas, de l'anime. Bah totalement. Moi pareil, enfin en fait moi je l'ai vu il y a 1 an, et d'ailleurs je t'en ai reparlé il y a 1 an. Ouais. Parce que moi j'avais jamais vu l'animé de mon côté. Parce que j'aime trop le manga en fait, c'est genre vraiment, moi j'étais une malade à 11 ans, je voulais m'habiller en ciel à toutes les Japan Expo, enfin j'étais folle alliée, je collectionnais tous les trucs de Ciel et de Sébastien, enfin voilà, j'étais folle. Mais par contre j'ai jamais regardé l'animé, moi je l'ai regardé que il y a 1 an parce que j'étais curieuse, voilà, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et franchement je trouve il y a grave des spoils dans l'animé des saisons en fait qui, c'est raccourci, non? C'est raccourci de fou, et même il y a des spoils un peu sur ce qu'on apprend là au 32e tome. Ouais. Du coup c'est ça, alors que ça a été fait avant, ça n'a aucun sens. Donc j'avais vu que t'avais noté, Mélina, que peut-être que Yana Toboso avait un petit peu été induite dans l'animé. Je sais pas, tu parles de la saison 2 surtout, peut-être. Ouais, parce que du coup, j'ai pas lu le manga, mais de ce que j'ai lu, c'est que en fait la saison 2, c'est pas du tout inspiré du manga, quoi. C'est complètement, c'est un scénario original de l'animé. Et justement, je me posais la question à quel point en fait elle avait eu son mot à dire ou pas. Et
enfin, dans l'article, je parle surtout d'Aloïs Trancy et de comment il est représenté. Et moi, j'ai toujours trouvé Aloïs très étrange dans la façon dont il est amené parce que ben, le thème de mon article, c'est de parler notamment un peu de l'espèce de slut-shaming qui est un peu rampant dans toute cette saison 2 par rapport à Aloïs. Et j'ai toujours trouvé que ça détonnait, en fait, par rapport notamment à ce que j'avais pu percevoir pendant la première saison. Après, moi, c'est mon regard de personne qui n'a pas lu le manga. Mais du coup, je m'étais vraiment posé la question de à quel point elle avait été impliquée dans l'écriture des personnages. Moi, je ne connais pas les coulisses. Je ne sais pas si vous avez un peu plus d'éléments, mais On n'a que des Non, hypothèses. comme toi, on n'a que des hypothèses. C'est une personne extrêmement timide. Elle n'a fait que 2 apparitions en 15 ans. Donc, non, elle n'est pas du tout à révéler sa vie ou quoi que ce soit. Et après, je pense que dans le personnage de Aloïs Trancy, il y a des choses aussi très liées au BL, au Boys Love. Il faut savoir que Yana Toboso était une mangaka qui a commencé avec des one-shots de BL. Donc je me dis, il y a possibilité qu'après elle ait remis aussi un peu ses fantasmes un peu malsains, peut-être dans le scénario de la 2e saison. Mais ça m'étonnerait, parce que quand même, il faut dire un truc, on va parler de ça de toute façon là maintenant, c'est il y a quand même une grosse différence entre le manga et l'animé. Et c'est quand même super étrange, parce que dans l'animé, tu l'as dit toi-même, il y a du slut-shaming, donc vraiment un côté très... comment on dit ça quand tu diabolises, voilà. Il diabolise énormément cette figure de l'enfant aussi, je trouve. De l'enfant, mais aussi de la prostituée, de toute forme de travail du sexe. Même si on peut pas du tout dire que Aloïs Trancy fait du travail du sexe, ça serait genre vraiment horrible au vu de sa vie et de son histoire. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très sexualisant de l'enfant qui n'existe, mais vraiment pas du tout dans le manga. Donc moi, j'ai cette question, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette adaptation ? Est-ce que tu penses qu'ils ont fait ça pour du fanservice ? Et encore, ça serait bizarre parce que le public de Black Butler est quand même assez jeune. ouais, mais je pense que c'est possible. Enfin, même, tu vois, si jamais on parle de Boys Love et tout ça, c'est aussi enfin, il y a des publics assez jeunes aussi parmi les gens qui consomment le yaoi, shononai et tout ça. Donc moi, ça m'étonne pas tellement, au final, que ça puisse être du fan service. Et ouais, c'est vrai que moi, du coup, j'ai pas de point de comparaison. Donc en fait, un peu dès le début, il y a quand même ce ton-là qui est donné. Mais c'est vrai que, par exemple, la sexualisation de l'enfance, qui est à la fois... En fait, c'est assez curieux parce qu'il y a à la fois dans la façon dont c'est... dans l'esthétisation qu'il y a de l'animé, et en même temps aussi dans les thèmes, il y a beaucoup l'exploitation des enfants. C'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que parfois l'animé reproduit en fait ce qui est également plus ou moins dénoncé avec toute cette exploitation, qui est inspiré d'ailleurs de choses qui sont vraiment passées voilà, en Angleterre à cette période-là. J'avais lu là je divague un peu, mais j'avais lu un essai d'une universitaire qui s'appelle Anna Maria Jones, où elle parle justement de l'érotisation de l'enfance dans Black Butler, et elle parle plutôt du manga. Et en fait, elle cite ce livre The Maiden Tribute of Modern Babylon, qui était du coup une étude en fait sur l'exploitation sexuelle des enfants pendant le 19e siècle, qui est alors de... Je me rappelle plus du nom, je vais vous retrouver le nom de l'auteur. Voilà, de William Thomas Ted. Et en fait, c'est une étude qui a été faite et qui apparemment aurait servi en fait à Yana Toboso pour écrire son histoire. Et en fait, moi j'ai lu le livre du coup, et quand on a lu ce livre-là, on voit énormément à quel point ça a été une source d'inspiration très certainement pour le manga et pour l'animé. Ce sont les réseaux en fait, les réseaux d'esclavage, l'esclavage sexuel des enfants. Là, c'est une enquête en fait qui est vraiment faite autour d'enfants qu'on enlève, souvent enfin ça dépend, il y a plusieurs classes sociales, mais en fait ça a fait un scandale parce que
l'auteur a lui-même utilisé en fait ses réseaux pour pouvoir s'infiltrer dedans, donc il a lui-même un peu dû exploiter des enfants pour pouvoir avoir les résultats de sa recherche. Et, et en fait, ça a fait un gros scandale à l'époque aussi parce que, bah, évidemment, c'était un réseau qui était caché et en fait, il y a eu des lois qui ont été passées à la suite de cette enquête pour protéger les enfants. Euh, et du coup, dans cet essai qu'a écrit Anna Maria Jones, elle parle de ce livre-là et de l'impact, en tout cas, que ça a eu sur la littérature aussi victorienne et à quel point, en fait, ça éclaire aussi le scénario de Black Butler et comment ça baigne, en fait, dans toute cette esthétisation ou esthétique de l'exploitation enfantine, à la fois de manière explicite avec les abus que subit Ciel et puis par la suite aussi Aloïs, mais également tous les arcs en fait où il y a des enfants qui sont exploités. Il y a aussi l'esthétique, voilà, des poupées, l'esthétique des cirques ou de l'objectification qui est très présente. Et tu mélanges ça avec aussi la fétichisation que tu retrouves dans les boys love, souvent des corps très jeunes, imberbes, donc on est toujours un peu pas très loin du shota aussi. Le shota qui est un genre de... Alors c'est plus ou moins débattu, est-ce que c'est vraiment du boys love ou pas, mais où en fait qui met en scène des jeunes garçons, adolescents qui sont sexualisés. Du coup voilà, il y a tout ça qui... Enfin, j'ai l'impression que dans Black Butler, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, beaucoup d'esthétiques qui créent en tout cas une sorte de fétichisation et d'érotisation vraiment de l'enfance. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Franchement, on a vu aussi tout ça. En fait, c'est drôle parce que nous, on le voit plus maintenant avec nos yeux d'adultes, je pense. On se rendait pas compte à quel point c'était autant documenté par l'auteur Ouais. en amont, quoi. Ouais. C'est hyper intéressant de voir que c'était complètement calqué sur le réel. Après, bon, on s'en doutait quand même qu'il allait se passer des trucs un peu sordides à cette époque-là, surtout pendant l'ère victorienne et avec Jacques Léventreur, etc. Et elle en a bien parlé, Anna Toboso. Parlons-en. La figure d'Aloïs Trancy prend une place quand même qui est énorme dans la saison 2. C'est un personnage emblématique. Il éclipse complètement Ciel, quoi. Ouais, totalement. Ouais. C'est un peu le second Ciel, quoi. Je crois que c'est un peu un des seuls éléments que j'ai vraiment aimé de la saison 2. Parce que la saison 2, c'est un peu quelque chose qui est assez admis quand même, qu'elle n'est pas très bonne, franchement. Pas très bien écrite. Moi, de mon côté, j'ai largement préféré la première saison, par exemple. J'ai trouvé qu'au niveau du scénario, c'était hyper confus, qu'il y avait des choses très... Enfin, la saison 2, je veux dire, mais ça n'a vraiment pas été du tout un... Enfin, je l'ai trouvé assez étrange. Et c'est sûrement dû au fait que c'était pas du tout... ça puisait pas du coup dans le manga. Et pour Aloïs Trancy, en fait, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, mais qui est extrêmement stéréotypé. Voilà, c'est le méchant qui est crazy, qui a plein de potentiels diagnostics psychologiques, toujours fait de manière un petit peu de surface. Après, évidemment, au bout d'un moment, on lui donne quand même une histoire qui a du corps et qui donne du sens aussi à ses actions. Toujours teinté de slut-shaming, étrangement. Mais après aussi, Aloïs Trancy, je dis qu'il est stéréotypé parce qu'en fait, il s'inscrit dans une sorte de tradition de représentation d'un certain type de personnage, qui est un personnage souvent qui est un jeune homme très beau, souvent blond avec des yeux bleus, donc aussi connoté européen, voilà, qui a été traumatisé sexuellement en fait, ou qui a été abusé sexuellement dans sa jeunesse. Je pense à des personnages comme Ashlynx dans Banana Fish. En fait, le personnage qui est un peu emblématique de cet archétype-là, c'est Gilbert Cocteau dans Kazetoki no Uta, moi, c'est un de mes mangas, même livres, tout genre confondus préférés. Et en fait, c'est un personnage... Alors ça, je l'ai découvert après avoir écrit l'article, mais Gilbert Cocteau, moi, je considère que en fait, Aloïs Trancy est inspiré complètement de lui. En fait, c'est un personnage qui a été écrit et d'après l'acteur Björn Andresen, qui est l'acteur en fait qui a joué dans Mort à Venise,
et qui, à l'époque, Visconti, donc le réalisateur de Mort à Venise, en fait, l'a qualifié de The Most Beautiful Boy in the World. Et c'est devenu un peu son titre et ça lui a collé à la peau pendant des années. Et en fait, il y a eu un documentaire qui est sorti l'année dernière qui s'appelle The Most Beautiful Boy in the World à propos de lui, donc maintenant, sa vie maintenant. Et il parle en fait de toutes les conséquences que ça a eu, la sexualisation dont il a été victime. On lit entre lignes qu'il lui est arrivé enfin, qu'il a été en gros exploité par l'industrie du cinéma. Et en fait, il a vraiment eu du succès quand quand il a fait ce film-là au Japon. Il a même chanté des chansons, il a été une pop star à un moment au Japon. Et dans le documentaire, donc The Most Beautiful Boy in the World, qui est sorti en 2021, il y a Ryoko Ikeda qui apparaît et qui parle du fait, en fait qu'il a eu un grand impact esthétique sur le groupe de l'an 24 et sur leur manga et sur leurs personnages, même Lady Oscar par exemple. Il y a vraiment des traits en fait qui ont été repris, ses cheveux blonds, ses grands yeux, personnage très beau et élancé. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ce cadre-là aussi pour voir un personnage Aloïs Trancy qui a été fait du coup là, il y a un petit moment maintenant, mais en tout cas qui est quand même un personnage assez récent par rapport à Gilbert Cocteau dans les années 70. Du coup, pour moi, Aloïs Trancy, c'est un peu le résultat de toute une tradition de représentation d'un certain type archétype. Et ça, c'est un peu une partie dont je parle pas énormément. Enfin, j'en parle un peu dans l'article. En fait, à la base, j'avais écrit un gros pavé là-dessus, puis finalement, ça a été coupé un peu par l'équipe d'édition de l'article sur Animé Féministe. Mais pour moi, c'est un des aspects qui fait que j'aime énormément Aloïs Trancy aussi. Et quand tu parles de slut shaming, est-ce que tu pourrais un peu plus expliquer ce terme à nos auditeurs et auditrices qui sont pas trop, par exemple, conscients de tout ça dans le manga? Après, la façon dont moi je l'ai perçu, en tout cas dans le personnage d'Aloïs Trancy, c'est qu'il a été créé du coup pour être une sorte d'opposé ou d'ennemi à Ciel. Et il y a vraiment une sorte d'insistance qui est faite sur la supériorité de l'âme de Ciel par rapport à celle de Aloïs. Il y a même Claude, donc le démon qui est normalement attaché à Aloïs, qui décide en fait de tuer Aloïs pour pouvoir en fait s'emparer de l'âme de Ciel. C'est-à-dire il veut voler l'âme de Ciel à Sébastien. Parce qu'en fait, elle est apparemment supérieure à celle d'Aloïs. Et la façon dont c'est amené, c'est que en fait, Ciel, il a vraiment une sorte de discours pendant tout le long où il parle énormément de la dignité, de son rang social qui transparaît dans la façon dont il est extrêmement loyal envers la reine. Donc en fait, il est extrêmement loyal envers le pouvoir établi. Il est le fils de la noblesse. Ce qui n'est pas le cas en fait d'Aloïs, qui est un imposteur en fait. Lui, c'est un orphelin qui vivait dans un village. Enfin, il n'avait pas de toit. Il n'avait pas de toit. Il vivait avec son petit frère. Et en fait, il a usurpé le nom de Aloïs Trancy parce que il a utilisé en fait la situation dans laquelle il a été opportuniste, c'est-à-dire qu'il a été enlevé parce que justement il était un garçon sans parents, donc on l'a enlevé en fait pour pouvoir l'exploiter sexuellement pour un noble. Et en fait, il a utilisé cette occasion, il a joué le jeu, on va dire, pour pouvoir se faufiler dans la noblesse et puis ensuite acquérir lui-même le titre et avoir ensuite toute la fortune de ce noble qui l'a abusé. Et en fait, c'est vraiment ça que moi j'ai ressenti et qui, à mon avis, était en fait ce qu'ils ont essayé de faire. Dans l'animé avec Aloïs, c'est que c'est un personnage qui, contrairement à Ciel, qui lui en fait a une sorte de dignité auquel il s'accroche. Aloïs, il a au contraire complètement utilisé l'abus dont il a été victime pour pouvoir en fait s'en sortir, ce qui n'est pas le cas de Ciel. Ciel, il est beaucoup plus... les deux sont dans une forme de vengeance, mais en fait on se rend compte aussi que même si Aloïs a priori cherche une vengeance, on a l'impression que c'est un peu... qu'en fait il est plus à la recherche de l'approbation de Claude. Pendant tout le long, on sent qu'il est toujours à la recherche de l'amour de Claude, ce qui est une grosse désillusion. Alors que Ciel, lui, au contraire, il est très... il pense être au contrôle de la situation par rapport à Sébastien.
et en fait, il est très froid sur aussi ses objectifs, ou il n'est pas à la recherche d'amour, il est à la recherche de vengeance, pure et dure. Et, euh, et du coup, enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui les opposent, entre guillemets, même s'ils ont une sorte de similarité dans leur âge, dans leur statut social. Aloïs, il est sans cesse en fait présenté comme un personnage donc, qui est fou, qui est ouais, qui est à la recherche de quelque chose qui n'existe pas, donc l'amour de Claude. Et à chaque fois, il y a une sorte de favoritisme dans la façon dont Ciel est préféré par les deux démons. Enfin, les deux démons se battent en fait pour avoir son âme, alors qu'Aloïs, il se fait tuer littéralement comme par Claude en plein milieu de l'animé. Même si en vrai son âme reste et qu'il n'a pas du tout dit son dernier mot, mais il y a même un moment, hein, il me semble dans le premier épisode, où Sébastien dit franchement à Aloïs qu'il a une âme qui est teintée ou qu'il a une âme qui est entachée. Il le lui dit. Voilà, qui est souillée. Donc c'est aussi dit explicitement. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est qu'il est tellement construit comme un personnage qui est censé être opposé à Ciel, même physiquement, ou même dans sa gamme colorée, esthétiquement, qu'ils ont créé ce personnage qui est un peu la mauvaise victime. Vous voyez, c'est la mauvaise victime dans le sens où c'est la victime qui a utilisé son traumatisme pour obtenir un meilleur statut, pour obtenir une meilleure situation. Mais c'est vrai que, bon là, gros spoiler, donc surtout si vous n'avez pas lu la fin du manga, enfin s'il n'y a pas la fin, mais là à partir du tome 30, si vous n'êtes pas encore là, n'écoutez pas ce que je vais dire. Mais moi je pense que Yana Toboso, elle a eu un regard, alors on va savoir comment, mais elle a dû donner quelques éléments sur la suite de l'histoire, parce qu'Aloïs Trancy, il n'existe pas, ça c'est clair, mais par contre, Aloïs Trancy, c'est un parallèle avec en fait le frère jumeau de Ciel, puisqu'on apprend en fait, on apprend là au 30e tome, quelque chose comme ça, que en fait Ciel a sacrifié son frère jumeau, si vous voulez, pour vivre. Et en gros, Sébastien a choisi Ciel plutôt que son frère jumeau, et l'a laissé mourir. Et en vérité, Ciel n'est pas Ciel, mais c'est l'autre frère, et il a usurpé l'identité de son frère. Donc, il y a aussi cette histoire d'usurpation, et de qui est le vrai, qui est le faux, qui est le véritable conte de Phantom Hive, c'est-à-dire une jumélité entre deux personnages qui s'affrontent pour le pouvoir. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais nous, notre hypothèse, enfin, on en parlait juste avant, c'est que c'est sûr que la mangaka était quand même un minimum derrière l'anime. Moi, ça me semble impossible qu'elle n'ait pas du tout eu son mot à dire et qu'elle ait laissé carte blanche comme ça. Enfin, ça me semble improbable. Et je pense qu'en fait, elle s'est vraiment dit, l'œuvre originale, de toute façon, ça va être le manga. Genre, ce qui va être officiel, entre guillemets, ça va être le manga. Par contre, sur l'anime, je vais me faire plaisir, je vais donner des alternatives et je vais faire des tests un peu de ce que j'aurais aimé ou de ce que j'aimerais peut-être faire plus tard et voir un peu comment ça fonctionne et si ça marche et si ça tient la route ou pas. Ouais. Et des fois, un peu me faire plaisir sur certaines scènes, sur certaines thématiques qui seront de toute façon pas dans le manga. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est vrai que si j'étais à sa place, éventuellement, ouais, ce serait l'occasion en fait de tester certains tropes, certains arcs narratifs pour voir s'ils prennent ou s'ils prennent pas, voir la réaction du public. Parce qu'après, un personnage comme Aloïs, il est un peu... où il n'est pas très bien intégré à la série, en tout cas la façon dont il est amené dans l'histoire, c'est assez artificiel. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti aussi. Et il y a aussi cette notion de bien et de mal, je trouve, qui est hyper forte dans l'anime, notamment dans la saison 1, avec les anges, qui sont au final hyper méchants, et Sébastien et Ciel, qui sont soi-disant le côté dark, etc. Et le diable se bat avec les anges, et on sait plus trop reconnaître qui est gentil, qui est méchant. Au final, c'est les anges. Je sais pas ce que tu avais pensé de ça, mais est-ce que tu y vois pas aussi comme un peu un truc très religieux et très lié à la religion catholique quand même? Ah bah ça, c'est hyper présent. En tout cas, dans l'animé, c'est hyper présent tout le côté catholique, toute l'imagerie catholique. Et moi, je trouve que c'est un peu facile le côté on va faire des anges, mais en fait, c'est eux qui sont les diaboliques. Et puis au final, il y a des moments où tu oublies que Sébastien, en fait, c'est un démon. Et il est rendu un peu sympathique. Ou en tout cas, tu t'attaches à lui, ce qui est pas forcément un problème en tant que tel. Mais moi, je pense que c'est bien d'essayer
flouter la limite entre le bien et le mal. Enfin, c'est un peu un truc que tu retrouves dans plein de médias, dans plein de films et tout ça, mais c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que là, c'est un peu... ça devient presque... On va inverser les choses. Les anges sont diaboliques, et puis en fait, au final, c'est le démon qui va se mettre contre ces diaboliques. Après, c'est présenté comme... en fait, Sébastien, il fait ça pour son propre intérêt. Donc, il reste quand même dans une sorte d'égoïsme tout le temps, qui nous rappelle que c'est un démon. Mais c'est vrai que... Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était assez maladroit, de manière générale, de toute façon, l'animé. Moi, ce qui vraiment m'a le plus plu, c'est toujours, encore une fois, l'univers, même si je l'ai vu au final en tant qu'adulte, et qu'il y a toutes les choses, en tout cas tout le scénario, tout ce qui est problématique, tous les symboles qui sont violents ou quoi que ce soit, ça reste quand même quelque chose qui est extrêmement fort, qui, moi, m'a vraiment plu plus pour ça que pour vraiment le scénario en tant que tel. Parce que c'est vrai que la première saison, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait effectivement ce côté un petit peu Agatha Christie enquête, mais qu'en même temps, il y avait une histoire un peu plus vaste, une trame plus vaste, qui était celle avec la reine, les anges et tout ça. Mais c'était fait très très vite. En fait, il n'y avait pas assez le côté un peu enquête qui te fait vraiment rentrer dans les personnages, notamment de Ciel et de Sébastien, et qui te donne envie ensuite de vraiment t'impliquer émotionnellement dans qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui va se passer avec cette trame plus grande que tu sens arriver très vite en fait dans l'animé. C'est vrai que tout est un peu... Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais toujours sans laisser le temps de vraiment décanter, de vraiment imprégner le spectateur. Du coup, on sent qu'il y a quelque chose, je sais pas, des délais ou la volonté d'avoir voulu mettre beaucoup de choses en très peu d'épisodes. Du coup, je sais pas si je recommanderais. Ouais, plus le manga, où je leur dirais aller lire mon article sur Aloïs Trancy. On va mettre le lien de ton article qui est en anglais. Mais pour ceux qui parlent pas anglais, vous pouvez traduire avec Google. Si vous utilisez Google Chrome, vous pouvez traduire directement la page. Donc, Ouais, mais en tout cas, moi, ça me donne envie de lire le manga, de discuter comme ça avec vous, clairement. C'est un incontournable, je trouve. Y a rien qui est comme Black Butler. J'ai jamais lu un manga comme Black Butler. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Natacha, mais... Ouais, j'ai pas lu le manga, mais je veux dire, comment tu m'en as parlé depuis des années. Enfin, je veux dire, par rapport au thème et tout, ouais. Même des mangas qui parlent de démons, il y en a énormément, et notamment des shonen, il y en a à la pelle, mais c'est jamais fait comme Black Butler. N'hésitez pas à aller voir son travail, je te laisse donner tes liens, et notamment ton musée. Oui, en tout cas sur Instagram, il y a mon Instagram pour mon travail artistique, donc Mélina Gorafi, tout attaché. Il y aura les liens, j'imagine, qui vont être mis. Ensuite, j'ai un autre Instagram qui est pour un de mes projets, qui s'appelle Musogynie, qui est un musée de la misogynie. C'est une collection d'objets autour des esthétiques traditionnelles, des violences contre les femmes, des archétypes et toutes ces choses-là. Donc j'ai un compte Instagram et c'est un projet que je fais sous plein d'autres formes également. Donc vous pouvez me rejoindre là, j'ai aussi un site melinagorafi.com. Bah, trop bien. Merci beaucoup. Et n'hésitez surtout pas à contacter Mélina si vous avez des questions. Elle saura bien mieux répondre que nous à son article. Merci beaucoup à Mélina d'avoir accepté de participer à cet épisode spécial Black Butler. On espère que cette thématique et ce focus sur cette autrice et sur ce manga vous aura plu pour Halloween. On se dit que c'était un peu le thème idéal en cette période. Et puis merci de nous avoir écoutés jusque-là. On sait que c'est un épisode assez dense, mais on espère qu'il vous aura plu et que vous l'aurez trouvé hyper intéressant. En tout cas, nous, on a vraiment aimé le tourner. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Bonne Halloween. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine. 皆さんありがとうございました。